Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Que se passe-t-il dans le Rif marocain, cette région située au nord-est du Maroc? Depuis plusieurs mois, la région connaît de vives protestations. Protestations ayant conduit déjà à plusieurs arrestations, dont celle du leader du mouvement Nasser Zewsafi. Alors, épiphénomène ou crise sociale profonde, pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Khalid Hamdani, vous êtes le directeur de l'Institut Éthique et Diversité. C'est un institut situé ici à Paris. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'égalité, à la diversité et à la responsabilité sociétale. Bienvenue, monsieur Hamdani, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Younes Dina, vous êtes vous membre de l'Association marocaine des droits humains. Bienvenue, monsieur Dina, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Et pour cette émission, j'ai avec moi, et comme toujours, Brice Nzamba, vous êtes juriste, avocat au barreau de Paris. Merci, Brice Nzamba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Togoui. Tout a commencé en octobre 2016 avec la mort de Moussine Fikri, un marchand de poissons de 31 ans, happé, broyé par une benne à ordures à Alo-Seima, alors qu'il protégeait ses marchandises. Depuis, la ville est devenue le symbole d'une révolte aux origines très lointaines, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Idelette Miravel-Bissou. Le Rif est présenté comme la région marocaine qui avait à l'indépendance le plus de chances de se développer étant donné sa proximité avec l'Europe et une partie du continent africain. À travers des prouesses commerciales qui ont fait jadis la renommée de Tanger, le Rif pouvait espérer développer une économie forte. Aujourd'hui, cette partie du pays qui est restée presque essentiellement agricole malgré des tentatives d'investissement dans l'automobile et l'aéronautique est présentée comme une région isolée et enclavée. En raison de son passé récessionniste, le Rif continue de lutter pour son développement. Autoproclamée république indépendante en 1926, cette région s'est soulevée à 4 reprises pour réclamer sa liberté. Insécurité, production de stupéfiants, revendications politiques, sociales fragilisent cette partie du Maroc. Quelles sont les origines de la crise du Rif au Maroc? Quelle est la réalité aujourd'hui? Les origines sont très lointaines. Le Rif est la partie du Maroc qui s'est le plus opposée à la colonisation violente française en Afrique du Nord et en particulier au Maroc. Donc ils ont une tradition de résistance. Et le Rif, pourtant, se trouve dans une partie du Maroc et de l'Afrique qui est contiguë à l'Europe. On peut traverser à la limite à la nage le détroit qui sépare l'Afrique de l'Europe là-bas. Et malheureusement, cette partie du Maroc est complètement punie, elle est cloisonnée. C'est tout l'enfermement européen qui se manifeste très nettement là-bas. Sur le plan du développement inclusif, le Rif peine toujours à créer suffisamment de richesses nationales. La région a un potentiel agricole énorme, mais les cultures illégales de marijuana sont encore très présentes. Les gouvernements restent limités dans leur tentative d'orienter les populations vers une agriculture légale et diversifiée. Du point de vue marocain, les rifins sont très liés à leur liberté, à leur honneur, à leur, comme Bouazizi l'a dit en Tunisie, à leur dignité. Et or, cette dignité est en train de s'essouffler parce que du point de vue économique, ils ne sont pas valorisés. Et du point de vue politique, comme ils commencent à bouger, évidemment, certains n'apprécient pas cela. Et ils réagissent par des répressions dans le cycle classique, soulèvement, répression, soulèvement, répression. Le Rif souffre aussi de l'enfermement de l'Europe malgré la présence de 2 enclaves espagnoles dans la région. Les Marocains du Rif espéraient, grâce à ces enclaves, développer des entreprises communes avec le vieux continent. Des rêves qui sont restés utopiques et divisés par des fils barbelés aux frontières. La province d'Al-Hoceima, au centre de la région, est secouée depuis octobre 2016 par un mouvement de contestation populaire. Pour répondre à ces revendications, l'État marocain a relancé un vaste programme d'infrastructures. Mais selon des analystes, les initiatives gouvernementales ne peuvent assurer le développement de la région que si la lutte contre le chômage et la précarité est efficace. Monsieur Hamdani, on voit
qu'entre cette région de votre pays et le pouvoir central à Rabat, il y a une histoire ancienne dont les comptes ne sont toujours pas soldés. Le Maroc est une vieille nation, c'est un très vieux pays, comme la France, comme le Japon. Toutes les régions du Maroc ont une histoire ancienne, avec le pouvoir central, qui était basé à Fès historiquement, et un petit moment à Marrakech, un petit épisode à Meknès, et puis pendant le protectorat à Rabat. Donc il n'existe pas de région qui n'ait pas un lien. Maintenant, si votre question est de dire que la région du Rif, comme toutes les régions du Maroc, a un passé qui lui est propre, des traits culturels qui sont les siens, oui, mais un passé difficile. Une identité qui est la sienne et un passé difficile. Dans votre reportage, par exemple, il attribuait une partie de la responsabilité de cette économie de cette région qui est faible par rapport aux indicateurs d'autres régions peut-être, mais j'y reviendrai, j'ai des statistiques très précises, notamment sur l'indice de pauvreté. Il y a des régions encore plus pauvres. Eh bien, le Rif, de ce point de vue-là, est un pays qui a une région qui a une identité forte. Quelle est une identité forte? Cela n'exclut pas d'autres régions d'une identité forte. Alors, quand vous parlez de ce passé, la situation actuelle est une situation dramatique sur le plan économique. Il y a des difficultés économiques. Sociales également. Et sociales. Mais ce mouvement de protestation est un mouvement tout à fait qui se fait dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre de la démocratie marocaine. Vous pensez que le pouvoir central marocain apporte les réponses attendues dans cette région de votre pays? Alors, les réponses attendues sur le plan économique, il y a un programme qui a été lancé. Il y a un programme qui est assez important. Alors, il porte même un nom. Monsieur Hamdani, ma question concerne plutôt le passé. Ah, si vous voulez qu'on reste sur le passé. Est-ce que dans le passé, vous avez le sentiment que le pouvoir central marocain a toujours apporté les réponses qu'il faut à cette région de votre pays? Alors, cette région, sous le protectorat, a été très largement défavorisée par rapport à d'autres régions. Premier point. Deuxième point, pendant très longtemps, cette région a été délaissée par les autorités marocaines. C'est un fait. Mais depuis l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au pouvoir, il lui accorde une attention particulière, comme il essaye de le faire pour que toutes les régions rattrapent leur retard, celles-ci comme les autres. Donc, on peut dire qu'il y a eu 3 étapes. Celle du protectorat, où cette région a été totalement délaissée. Celle des premiers temps du roi Hassan II. Du roi Hassan II, où cette région n'a pas bénéficié du mérite qu'elle aurait et de l'attention qu'elle aurait dû avoir. Et aujourd'hui, on constate. Mais pour le temps de la revendication, le temps du progrès économique, ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes temporalités. Les infrastructures. Et puis c'est un relief montagneux, vous le savez. Vous savez combien de temps a mis l'Espagne sur un relief beaucoup plus facile? Et tous les rifins le savent d'ailleurs, puisqu'on partait souvent avec des petites voitures dans le sud de l'Espagne. Comparaison n'est pas raison. Et je termine, et elle a bénéficié des fonds du FEDER. Oui. Elle a bénéficié de masses considérables venues de l'Europe. Alors que notre région ne peut bénéficier que des ressources marocaines. Monsieur Hamdani semble dire effectivement que l'actuel roi du Maroc apporte les réponses qu'il faut à cette région. La question est de savoir qu'est-ce qui explique aujourd'hui la résurgence de ces protestations qui durent depuis octobre 2016 et qui ont conduit à plusieurs arrestations, selon vous? Il n'y a pas plus fiable comme moyen pour avoir une réponse que d'entendre les manifestants eux-mêmes. Donc la liste générale qu'ont sorti tous les manifestants et qu'ont utilisé les leaders de la mouvance qu'on appelle au Maroc Hirak. Hirak, oui. C'est la mouvance du Rif. Est une liste purement économique et sociale. Et donc, elle vient en réponse d'ailleurs aux éléments que vous avez mentionnés, le manque d'action réelle et factuelle sur le terrain au niveau économique et social, à savoir sur l'éducation, sur l'accès aux infrastructures publiques, l'accès à un service de santé décent, parce qu'on parle d'une région, vous venez de l'évoquer historiquement, qui a subi beaucoup d'événements et qui a aussi gardé beaucoup de séquelles, que ce soit de la période de la guerre du Rif, et on peut même aller au-delà de ça. Mais on peut aller, parce que la dynastie actuelle, elle date de 4 siècles, et on peut aller jusqu'à l'oppression des Moulay Hafid de Non, on n'ira pas aussi loin. Arrêtons-nous, si vous voulez, oui. monsieur Dina, aux émeutes de 84, et suite auxquelles le roi Hassan II, effectivement, a
si j'ose dire, délaisser cette région. Qu'est-ce qui explique effectivement le fait que le roi d'alors, le père de l'actuel roi, ait décidé tout simplement, disons les choses clairement, de marginaliser cette région de votre pays? Pas seulement de marginaliser, parce que l'événement dont vous parlez, il était aussi encadré par le fameux discours où le roi s'est adressé à une partie de sa population pour les traiter de turbulents ou de Aoubache, ce qui est une traduction, c'est difficile à traduire en français, mais c'est plus proche pas seulement d'éléments turbulents, mais d'éléments semeurs de zizanie. Donc cet élément a été ponctué par ce discours-là. Et ce discours-là a été compris par les autorités qui étaient qui ont réprimé de façon sauvage et difficilement indélébile après, qui a laissé beaucoup de séquelles. Donc, avec la nouvelle ère de Mohamed VI, on a essayé de remédier à ça, mais ça n'a fait que repeindre sur des blessures anciennes. À savoir l'intervention de l'Assemblée ou du comité qui a fait de réconciliation, et qui a été guidé d'une façon qui n'était pas... parmi les conditions d'ailleurs qui ont biaisé cette tentative, c'est l'absence de règlement de vieux comptes, c'est-à-dire déjà la divulgation de l'identité des tortionnaires et des bourreaux du passé. Donc tout ça, c'est des séquelles qui n'ont pas été guéries et qui après ont été suivies par un manque de confiance au niveau des faits et des actions réelles sur le terrain. Et c'est quoi aujourd'hui l'élément déclencheur des protestations auxquelles on assiste depuis la mort de Fikri? C'est un phénomène tout à fait naturel, c'est un phénomène de pression et de cumulation de manque. Il y a déjà beaucoup d'événements qui ont secoué Al-Hoceima comme région et aussi les régions avoisinantes, à savoir les tremblements de terre, la chute du marché de l'immobilier dans la région, l'avènement de grandes superficies commerciales comme Marjane, qui est d'ailleurs une propriété du holding royal, indirectement, mais qui a aussi sapé la petite économie, même non régulière, de la région. On parle d'une région qui vit essentiellement de petit travail ou d'intérim et de commerce qui se fait des fois avec de façon illicite, mais c'est vraiment une façon maraîchère de vivre. Alors, c'est une région vaste de 34 631 km². Oui, M. Ramdani. J'ai le sentiment que dans ce débat, pas ici, d'une manière générale, concernant Al-Hoceima et le Rif, on mélange toujours, pour ne pas dire on confond, deux niveaux. S'il vous plaît. Celui des revendications économiques, sociales, les infrastructures, les investissements nécessaires et sur lesquels un programme a été mis en place 2015-2019. Al-Hoceima Manaratul Mutawassit qui a été lancé, il y a déjà des chiffres qui ont été engagés. On y reviendra certainement. On reviendra avec c'est quelque chose sur lequel il ne faut surtout pas qu'il ne faut pas laisser de côté. Absolument. Il y a une urgence à ce que le Royaume du Maroc, l'ensemble des coproducteurs de la nation, fasse que toutes les régions qui en ont besoin, le Rif en tête, mais toutes les régions qui en ont besoin, rattrapent le retard. Ça, c'est le premier mot. Mais on les confond avec la question des droits de l'homme. Or, et de la démocratie. Comme si le Maroc était encore le Maroc d'hier. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Par exemple, toutes les inégalités se sont créées dans le monde entier. On est d'accord. Et je termine rapidement. Lorsqu'il y a des inégalités, par exemple les indignés, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, y compris dans les pays très avancés, il y a une défiance de la population à l'égard des hommes et des femmes politiques, mais aussi à l'égard des corps intermédiaires. Mais la différence, M. Ramdani, excusez-moi. Je la termine. Et à ce moment-là, le traitement et la réponse que fait n'importe quelle démocratie, c'est de veiller à ce que l'État de droit préserve la liberté de discuter, d'informer, de s'exprimer et de manifester. Une liberté fondamentale. Sauf que là, il y a des arrestations. Sauf que là, M. Hamdi... La réponse, à partir du moment où il y a un trouble à l'ordre public. On est d'accord. Une des libertés, la première, c'est la sécurité. La première des libertés, chacun c'est la sécurité. Quand on nous enseigne du droit. La première des libertés, on a le maître Zamba, Brice Zamba. Notre ami Brice Zamba, qui est avocat, va nous le dire. La première des libertés, c'est la sécurité. Et quand il y a des manifestations légitimes, si il y a des violences, soit il y a un traitement purement répressif, par exemple en ce moment au Venezuela, soit il y a un traitement judiciaire. Quand il y a un traitement judiciaire et que les forces de l'ordre ont
fait un excès de violence, il y a des tribunaux pour cela. Ce scénario que je décris sommairement, parce que... On reviendra sur le décryptage, parce que le temps est très court pour nous. Ce scénario que je décris sommairement est valable pour tous les pays. On est d'accord. Pour le Maroc comme pour le Royaume-Uni. On est d'accord. Monsieur Maître Nzamba, la différence par rapport entre le Maroc et certains pays dont l'État est quasi différent, c'est que là, nous avons affaire à un État stable qui s'est même lancé dans un programme de modernisation et de démocratisation. La question, c'est, en 2011, lorsque la région, le Maghreb, est secoué par le printemps arabe, on voit un Maroc solide qui tient, qui réussit à maintenir la cohésion sociale. Et pourtant, on découvre aujourd'hui qu'il y a en fait un brasier. Sur quel levier a-t-il joué le roi pour contenir toute tendance insurrectionnelle? Écoutez, il faut dire qu'il y a une méthode marocaine. Il y a une méthode marocaine qui est propre au Maroc, qui marche, et qui est la méthode, on pourrait dire, M6, hein, si je puis me permettre un peu d'utiliser un peu cet acronyme, c'est-à-dire du roi Mohamed VI. Oui. Qui consiste en fait à canaliser les revendications, donc à laisser s'exprimer les revendications, à laisser à ce que les manifestants puissent dire ce qu'elles ont dans le cœur, et de canaliser ces revendications, de dialoguer, donc de discuter avec ceux qui sont porteurs de ces revendications et de pouvoir institutionnaliser les revendications, donc les faire en sorte que ces revendications puissent prendre la forme notamment des lois. Comme on l'a vu en 2011, il y a eu des revendications qui ont été faites, qui ont par la suite inspiré le projet de réforme de la Constitution. Tout à fait. Et qui ont été voilà. Donc une fois que c'est dit, aujourd'hui, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on découvre cette fragilité. On s'est dit peut-être que le Maroc, quelque part, serait ces géants au pied d'argile. Peut-être qu'il sommeille encore au fond de ces Marocs qui nous semblent stables de l'extérieur en superficie. Peut-être que dans les profondeurs, grogne, comme on le voit actuellement dans le Rif, des insatisfactions, des situations économiques et sociales qui n'ont pas encore été réglés comme cela devait être. Parce qu'il faut quand même souligner que le Maroc aujourd'hui connaît une croissance assez importante. Tout à fait. Donc il est quand même 3,6%. Ça va. Bon. Déjà, voilà, ça dit qu'il y a une possibilité. Et donc moi je comprends qu'aujourd'hui le RIF, aujourd'hui, quand on connaît son histoire, parce que c'est une région qui a une mémoire collective très forte. Tout à fait. On reviendra effectivement sur l'identité culturelle de cette région. Oui, très rapidement. Monsieur Dina, avant qu'on marque une coup de pause, vous pouvez nous expliquer, vous, ce qui, selon vous, a permis au roi de contenir toute velléité de protestation pendant la période... C'est une analyse très synthétique et très précise que vient de faire mon voisin Brice. Oui. La méthode M6, comme vous dites si bien, c'est en fait une méthode de cantonnement. Ce qui est arrivé en 2011, c'est qu'il y avait un souffle. Mais avant Sidi Bouzid, l'événement en Tunisie, il y avait des immolés au Maroc. Il y avait un taux de mécontentement général. Sauf que ça n'a pas permis un embrasement total sur tout le Maroc. Alors, en 2011, il y avait une surprise déjà des pays occidentaux parce que personne ne s'attendait, je vous rappelle les positions de la France vis-à-vis de la Tunisie, personne ne s'attendait au tournant du printemps arabe. Au Maroc, c'est au conseil d'ailleurs de Sarkozy que le roi Mohamed VI avait sorti. Mais ce n'est pas avec une assemblée constituante qui a produit la constitution de 2011. De votre pays. Ils ont en même temps donné la liberté pour une première fois à un islam modéré, soi-disant, mais plutôt politisé ou permissible et accepté par le palais. Pendant 5 ans, le Maroc n'est pas resté comme pays stable, mais comme pays stagnant. En preuve est le classement à l'IDH. On est classé au 123e position, derrière des pays qui connaissent plein de turbulences. La Libye, la Palestine, l'Irak qui vient de sortir une guerre. Ça dépend des critères de classement. Mais... Justement, c'est des critères d'équité, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Tout à fait. Donc, la crise, elle existe aujourd'hui dans le Rif, mais quel peut être son impact sur l'ensemble de la vie politique, économique et sociale de votre pays, le Maroc? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une coup de pause. À tout de suite. Merci.